Et depuis le début de la semaine, le MAG est consacré à la mobilisation internationale contre le racisme depuis la mort de George Floyd. Peut-on débattre sereinement en Europe? Comment expliquer les différentes réactions politiques d'un pays à l'autre? Nous continuons de donner la parole aux intellectuels africains. Et ce soir, nous sommes avec Nadia Yalla Kissoukidi, philosophe, maîtresse de conférence à l'Université de Paris 8. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors ce soir, on va s'intéresser avec vous à la façon dont ce débat est mené, au terme du débat, si on peut appeler ça ainsi. Peut-être une première question. Est-ce que vous observez des différences fondamentales dans la teneur, dans les teneurs du débat, dans les pays où vivent les différentes diasporas africaines en Europe? Alors, il est vrai que si on regarde ne serait-ce que autour du débat sur le déboulonnage des statuts, comment les choses se passent en Belgique, en Espagne, en Grande-Bretagne, et la teneur du débat en France, on voit qu'il y a toujours des blocages dans ce pays, des blocages pour penser la mémoire nationale, pour penser l'histoire nationale, et surtout penser ces zones d'ombre qui sont liées à la colonisation. Alors justement, en France, le chef de l'État, Emmanuel Macron, s'est exprimé sur cette question. C'était le 14 juin. On va tout de suite écouter un extrait. Nous serons intraitables face au racisme, à l'antisémitisme et aux discriminations. Et de nouvelles décisions fortes pour l'égalité des chances seront prises. Mais ce combat noble est dévoyé lorsqu'il se transforme en communautarisme, en réécriture haineuse ou fausse du passé. Ce combat est inacceptable lorsqu'il est récupéré par les séparatistes. Je vous le dis très clairement ce soir, mes chers compatriotes, la République n'effacera aucune trace ni aucun nom de son histoire. Elle n'oubliera aucune de ses œuvres. Elle ne déboulonnera pas de statues. Beaucoup de personnes, à l'écoute de ce discours, ont ressenti ça comme une fin de non-recevoir, finalement une façon de refermer le débat. Comment est-ce que vous expliquez cette différence d'attitude de la France par rapport aux autres pays européens? Déjà, ce que je trouve très problématique dans la parole présidentielle, c'est qu'immédiatement, en fait, on a parlé d'un mouvement antiraciste, consensuel, solidaire, où des jeunes venant de toutes classes, de toutes religions différentes se sont retrouvés. Et le seul mot, en fait, qui a été prononcé par le président pour qualifier, même pour ne pas les qualifier, puisqu'il n'en parle pas, mais pour qualifier la question du racisme, c'est immédiatement de la coller au séparatisme. Et donc là, moi, ce qui me gêne véritablement, c'est la chose suivante. Comment en sommes-nous arrivés à un tel effondrement du langage? Comment en sommes-nous arrivés à un tel démontage des concepts et des idées au point où on n'est plus capable, finalement, de penser réellement politiquement ce qu'est le racisme et immédiatement on disqualifie les demandes de justice, d'égalité, en montrant qu'elles sont finalement grignotées par un verre, le verre du séparatisme, le verre du communautarisme qui est censé détruire la République. Et donc, ce que je trouve très gênant, en fait, dans ce discours, c'est cette manière, finalement, de délégitimer et de disqualifier ce qui doit être au cœur, finalement, de la vie républicaine, une demande de justice et de droits égalitaires de la part de citoyens français. Alors justement, vous avez employé quelques termes, vous avez repris quelques termes du président Macron, communautarisme, séparatisme. On pourrait parler aussi d'universalisme, de multiculturalisme. Ce sont beaucoup de mots utilisés dans ce débat et qui portent une charge symbolique et politique très forte en France. Est-ce que ces mots-là, qui sont des mots symboles, ne sont pas aussi d'une certaine façon un obstacle à la tenue sereine du débat, de brandir ces mots? Alors, ce qui est très intéressant, par exemple, je ne sais pas comment le débat est perçu par nos concitoyens français et dans le monde francophone, mais il y a un mot, le mot universalisme. Je ne sais plus si les gens savent vraiment ce que cela veut dire. Tant ce terme circule d'une manière incantatoire, voire assez folklorique dans le débat national. Or, qu'est-ce qui est reproché? En tout cas, qu'est-ce qui est critiqué quand on parle d'universalisme? Est-ce que tous les mouvements antiracistes, féministes également, qui réclament des demandes égalitaires, une reconnaissance de droits, en appellent à la fin de l'universalisme? Non, ils disent juste une chose très simple. Les droits qui sont censés, ou en tout cas l'égalité des droits qui est proclamée en France par l'article 1 de la Constitution, à savoir une république qui ne fera pas de distinction. Bon, à l'époque, on disait de race, ça a été effacé, mais de sexe, de génération, d'origine, etc. Eh bien, l'application de ces droits demeure abstraite tant qu'elle ne s'applique pas ou tant qu'elle ne
prend pas en compte tous les Français. Donc en gros, l'universalisme auquel on n'est pas confronté à un démontage de l'universalisme face à des demandes particulières, à des demandes identitaires, on est dans un débat où deux conceptions de l'universel entrent en conflit. Donc il n'y a pas de séparatisme, il n'y a pas de communautarisme, il y a deux manières de se rapporter à l'universel dans ce pays. Une manière qui considère qu'un particulier est un modèle universel. Ça, c'est la manière un petit peu conservatrice de se rapporter à l'idée de l'universalisme. Et une autre manière, plus simple, qui dit que le véritable universel implique la reconnaissance de tous les particuliers. Alors, vous nous le démontrez ce soir, les universitaires évidemment sont aux avant-postes de la réflexion sur ces questions. On va relire peut-être une phrase du président Macron citée dans un article du journal Le Monde, c'était le 11 juin. Le monde universitaire a été coupable, il a encouragé l'ethnicisation de la question sociale en pensant que c'était un bon filon. Or, le débouché ne peut être que sécessionniste. Cela revient à casser la République en deux. Est-ce que les universitaires qui travaillent sur ces questions sont partisans? En tout cas, c'est le reproche qui semble être fait par le président Macron. Déjà, ce sont des propos rapportés. Après, là aussi, il faut, je pense, malheureusement les condamner sans gants, dans la mesure où il y a une véritable attaque contre la liberté académique. Et ça, en République, encore, on ne peut pas s'en prendre de cette manière aux universitaires et aux personnes qui produisent du savoir. Ensuite, les débats qu'on mène sont extrêmement intéressants. Évidemment, il y a toujours quelque chose comme une espèce de frontière ténue entre les objets sur lesquels on travaille et le champ social, ou en tout cas les demandes du champ social. Et quand vous commencez à traiter des questions d'inégalité, de violence, de classe, de violence, de race, de violence liée au corps que vous êtes peut-être en tant que femme, il est vrai que le passage de l'étude d'un objet à la volonté peut-être de transformer un minimum une société qui se présente comme égalitaire est très ténu. Mais on peut tout à fait envisager, en tout cas, que des universitaires décident de rester, d'avoir une approche très cléricale du savoir, ne soient pas engagés, de la même manière que nous sommes quand même dans un pays, pour le coup, là je me rapporte à une tradition française très solide. Nous sommes quand même dans un pays qui a, comment dirais-je, de nombreux exemples d'universitaires ou de penseurs engagés. Donc j'ai presque envie de dire... Les universitaires ne sont pas nécessairement partisans, mais vous revendiquez le fait de faire partie d'universitaires engagés sur ces questions. Je dirais que tous les objets sur lesquels on travaille ne sont pas neutres. Et qu'à partir du moment où vous commencez à travailler sur la question des inégalités, vous travaillez sur le monde qui vous entoure, et le monde qui nous entoure est un monde qui nous embarque. Et donc, nous devons constamment, en tout cas, réfléchir à la manière dont nous décidons de prendre du recul avec la manière dont ce monde constamment nous interpelle. Il y a une tribune aujourd'hui dans l'hebdomadaire français Marianne contre ce qu'ils nomment l'idéologie décoloniale dans les universités, qu'ils estiment dangereuse pour la France. Vous travaillez sur ce qu'on appelle la décolonisation des savoirs. Que pensez-vous de cette tribune? Est-ce que vous vous reconnaissez dans ce qu'ils appellent l'idéologie décoloniale? Alors moi, je ne comprends pas le terme idéologie décoloniale. Donc là aussi, je me rappelle très bien qu'en France, il y a quelques années, au moment où on avait voté les lois du mariage pour tous, en fait, on avait aussi commencé à créer une espèce de mirage intitulé la théorie du genre. Aucun universitaire ne parle de théorie du genre, on parle d'études de genre. Et ici, on assiste au même type de retransformation. L'idéologie décoloniale n'existe pas, le décolonialisme n'existe pas, et le seul terme qui est à peu près valable, c'est celui de tournant décolonial. Et de quoi parle-t-on quand on parle du tournant décolonial? On parle d'un mouvement de pensée extrêmement hétérogène qui a lieu à l'université, mais aussi dans d'autres espaces, peut-être plus militants, ou dans des espaces contre-institutionnels, en fait, où une idée apparaît comme étant centrale, à savoir que le colonialisme n'a pas empêché ce qu'on appelle la colonialité. C'est-à-dire que la fin du colonialisme s'est quand même transformée de telle manière que les structures du pouvoir, de violence, les hiérarchies du mépris qui sont au centre de l'histoire coloniale se répètent même au-delà du colonialisme. Voilà l'idée centrale qui est portée, traitée, débattue par les penseurs, les activistes en fait, qui s'intéressent aux questions décoloniales. Donc moi je suis gênée, je prends juste encore la parole, puisque à chaque fois que j'ai pu lire des tribunes sur les questions décoloniales, je sais une chose, c'est qu'elles manquent leur objet, puisque les auteurs qui écrivent ces tribunes ne lisent pas la pensée décoloniale. Cette pensée n'est pas traduite en français, et pour lire les auteurs décoloniaux, il faut au moins s'intéresser à l'Amérique latine,
lire en espagnol et lire en anglais. Et j'invite toutes les personnes qui souhaitent s'intéresser à cela à devenir multilingue. Merci à vous, Nadia Yala Kisukidi, philosophe, maîtresse de conférences à l'Université Paris 8. On comprend que le combat contre le racisme se joue aussi dans le vocabulaire. Merci à vous. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Excellente suite de programme sur TV5 Monde.